Merci beaucoup pour l'accueil. C'est un plaisir d'être ici, et notamment avec cette œuvre magnifique. Donc vous allez voir cette œuvre de façon un peu différente, avec notre caméra multispectrale. Donc je vais vous expliquer un peu la technologie. Mais avant d'aller dans les détails de cette œuvre et de regarder cette œuvre différemment, je vais vous faire une petite introduction. Pourquoi l'intelligence artificielle et l'art? Alors, déjà, il y a eu toujours, depuis très longtemps, un mix entre la science, la technologie et l'art. Pourquoi? Au début, c'était avec les fouilles, les scientifiques, pour voir en fait les matériaux. Et on a vu les premières intégrations des sciences physiques en archéologie. C'était ce qu'on appelle la spectrographie et les rayons X. Voilà, nous, on connaît bien tout ce qui est rayons X maintenant, mais là, c'était très important pour regarder, par exemple, à l'intérieur de certains matériaux. Et petit à petit, il y a eu un développement des sciences technologiques qui, finalement, qui était plutôt pour la médecine ou autre chose, mais les scientifiques et les archéologues se sont intéressés pour les utiliser pour l'art. Et de plus en plus, on voit vraiment une communication entre la société, les sciences, la technologie, les avancées et la compréhension des œuvres d'art. Donc après, après 1900, 1980, donc là, on est tout ce qui est, vous connaissez sûrement, datation carbone 14, la fluorescence, c'est des choses qui mettent en avant des matériaux. Et puis, petit à petit, donc là aussi on voit un violon, c'est un Stradivarius, donc ça c'est l'une des expériences que j'avais fait aussi, en mettant les vernis des Stradivarius, le Stradivarius en lui-même, sous une sorte de microscope spécifique, et qui a permis de mettre en valeur l'étude des pigments, donc les pigments dans les vernis des Stradivarius. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on va vers des sciences et des technologies qui sont non invasives. Avant, c'était invasif, et maintenant, justement, on ne veut pas toucher ces précieuses œuvres, donc on va des choses très non invasives. Et puis après, 2010, 2019, on voit arriver l'intelligence artificielle et la nomination Artech. Alors là, on voit beaucoup de choses. Par exemple, là, je vous ai fait juste un petit graphe. Après tout ce que vous avez vu, peut-être, on va passer vite fait sur les nombres, mais il y a de plus en plus, depuis 2023, le nombre de petites sociétés qui font appel à l'intelligence artificielle, l'Artech, dans l'authentification des œuvres d'art, dans l'étude des matériaux des œuvres d'art. Mais il y a 2 ans, on a vu un gap, depuis 2023, parce qu'on s'est aperçu que l'intelligence artificielle seule ne suffit pas. Ce qui est logique, mais parfois, quand on est dedans, on ne voit pas trop. Donc, par exemple, je vous montre ici. Alors, l'intelligence artificielle, dans un premier temps, souvent, c'était utilisé pour l'authentification. Donc là, par exemple, c'est en 2013, il y a eu cette Vénus qui a été vendue au prince de Liechtenstein pour la collection princière comme un prétendu cranach. Tout le monde s'est fait avoir. Pas une personne a su que c'était un faux et une forgerie. Alors là, est-ce que l'intelligence artificielle aurait pu aider? Et si oui, comment? Mais en tout cas, c'est un débat qui était encore ouvert à l'époque. Puis là, donc, pour avoir un modèle scientifique qui accompagne les experts d'art dans leurs expertises, il y a 3 choses qui comptent. Il y a le modèle mathématique, scientifique qu'on utilise, les données et aussi les algorithmes. Par exemple, ici, on voit deux peintures du Caravage. C'est Marie-Madeleine en extasie. Alors, laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? Les 2 sont exposés, on ne sait pas. Donc, après, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas répondre. Et donc, moi, je vais vous parler de l'analyse des matériaux, du coup, par la lumière, et l'intégration de cette intelligence artificielle pour l'analyse des pigments dans les peintures. Donc, l'analyse multispectrale, l'imagerie multispectrale, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'illuminer dans plein de lumières d'ondes différentes une peinture et de récolter toutes ces photos, et après on analyse ces photos. Traditionnellement, ça se met comme ceci, et on enregistre la peinture, la lumière qui vient de la peinture. Mais là, il y a des problèmes. C'est long, ça prend du temps. On doit mettre ces lampes halogènes qui abîment les peintures aussi, parce qu'à force, c'est très fort. Et donc nous, dans la société, on a fait quelque chose de différent.
On s'est dit, OK, on veut une technologie qui soit portable, non invasive, je vous avais dit tout à l'heure, et qui soit extrêmement simple d'utilisation. Donc, on a fait ce genre de caméra. Voilà, je l'ai aussi tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais vous montrer en direct, mais on pourra faire des essais tout à l'heure. Et avec ça, alors qu'est-ce qu'on fait? On a accès à la surface, l'état de surface de la peinture jusqu'à la profondeur, jusqu'au dessin sous-jacent et au dessin préparatoire. Par exemple, les couches superficielles, quand on passe avec une lampe UV, on peut voir tout ce qui est restauration, retouche, et plus on va en profondeur, ici c'est un exemple aussi d'une peinture du XVIe siècle, eh bien on voit des dessins préparatoires et des couches sous-jacentes. Alors, ces dessins sous-jacents, ils sont très intéressants, parce qu'ils peuvent mettre en valeur, par exemple, une authenticité ou une provenance ou aider sur l'histoire de l'œuvre. Et je vais vous expliquer vite fait comment nous, on met en valeur ces dessins sous-jacents. Donc c'est vraiment assez technique, mais c'est assez simple, il y a beaucoup d'images. En gros, ici, on fait une simulation. Vous avez la Joconde et on dit les dessins sous-jacents sont des choses qui sont sous la couche visible. Donc, on ne les voit pas avec l'œil nu. Donc là, on fait une simulation et on arrive à ce qu'on appelle cette fausse peinture voilà, je vérifie, la fausse peinture où parfois on peut voir, après vous avez tous vu sûrement au musée, parfois on peut voir un peu des dessins qui restent surtout chez Hodler, on voit beaucoup ce genre de choses. Et on voit un peu des dessins en dessous, des écritures, et puis par-dessus, on ne voit pas. Sauf que maintenant, la raison... Alors, je vais passer vite, parce que comme ça... Voilà. Et vous voyez, nous, on arrive à faire ce genre d'images qui permettent de mettre en valeur les dessins sous-jacents, même dans des zones qui sont très, très sombres. Ça, c'est très important pour les experts, parce que ça permet justement de mettre en valeur des dessins de construction qui vont les aider dans leur diagnostic. Mais on parlait aussi de l'histoire de l'œuvre. Là, c'est une peinture, et là, vous pouvez voir à droite la peinture visible, et à gauche l'image qu'on peut faire avec cette caméra, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, ça nous permet de mettre en valeur des anciennes compositions, des restaurations et des dessins sous-jacents. Avec nos images, justement, on arrive... voilà, c'est pour ça que je voulais voir. Ça, c'est la peinture que vous avez à côté. Ici, c'est une image, l'image visible donc c'est Bossion, la vue de Ouchy, de la voie Cher. Et on voit, en fait, ici, de la peinture à l'huile, on voit la couche superficielle, n'est-ce pas? Mais là, si on regarde avec notre caméra, on peut voir beaucoup de dessins on voit les traits qui sont ici les traits de dessin préparatoire qui sont typiques de chez Bossion. Et ça, on ne le voit pas à l'œil nu. Et donc, ça nous permet vraiment de donner des diagnostics. Ça nous permet aussi voilà, dire une histoire sur cette peinture. L'observation multispectrale, donc le fait d'avoir toutes ces images. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, qu'est-ce que nous apporte le multispectral? Un spectre de réflectance, donc ce sont des spectres, c'est comme nous, on a une ADN. Et chaque matériau dans les peintures ont aussi une ADN, et c'est ce qu'on appelle ce spectre. Et un spectre, donc un matériau différent, va donner un spectre différent. Un bleu va avoir un spectre différent d'un rouge, qui va être différent d'un vert. Et tout ça, on a des bases de données qui permettent d'extraire des databases de référence sur chaque pigment. Et ensuite, ça nous permet de faire de la comparaison et d'utiliser l'intelligence artificielle pour donner un diagnostic sur une identification du pigment. Par exemple, quand on regarde ici la photo de Bossion qui est à côté, voyez, donc là, on a pris des images de toutes ces longueurs d'onde entre l'UV et l'infrarouge, des choses qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Et ça nous permet, donc après, là c'est la peinture en elle-même, on va regarder ce qu'on peut extraire justement de cette peinture-là. Et là, si on regarde en détail cette zone 1 qui est là où focalisée sur les bateaux. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, là au milieu, il y a quelque chose qui apparaît. Vous voyez? Voilà, ça, on ne le voit pas à l'œil nu. Et ça, c'est une ancienne restauration, très ancienne, qui vient d'une craquelure de la toile
et qui a été refaite. Et c'est le travail du restaurateur, justement, de faire en sorte qu'on ne voit rien avec l'œil nu, mais qu'on puisse les voir avec d'autres matériaux. Maintenant, dans les matériaux de restauration, tout doit être réversible, c'est-à-dire les matériaux qu'on utilise doivent être non invasifs, enfin en tout cas très peu invasifs et réversibles, c'est-à-dire solubles à l'eau, ce genre de choses. Sauf que parfois dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, ils utilisaient des matériaux très compliqués et très durs pour la peinture. Donc il y a aussi beaucoup de traces de plein de peintures qui restent comme ça. Mais ça fait partie de l'œuvre et ça fait partie de la peinture. Et avec nos analyses, qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc là, vous avez à droite l'image, à gauche l'image visible, et une façon d'utiliser l'analyse des images, donc c'est des principes de base de physique et d'optique, qui permettent de mettre en valeur, ici, sur une seule image, vous voyez, finalement, cette restauration-là. Donc ça, aussi, pareil, c'est un diagnostic immédiat très simple, facile, d'utilisation et facile d'interprétation pour des restaurateurs, mais après, dans le marché de l'art aussi, c'est intéressant pour la valorisation des œuvres d'art, pour leur constat d'état et ce genre de choses. Quand on regarde l'autre partie qui est intéressante ici, donc je vous ai parlé aussi de la différenciation, l'identification des pigments. Donc avant d'aller dans l'identification des pigments, on peut regarder ces différentes images pour différencier des choses à l'œil nu. Par exemple, ici, voilà, ici, vous avez des traits noirs comme ceci, qui correspondent, on ne sait pas trop, mais à l'œil nu, en visible, ok, on est tous d'accord, c'est la même couleur. Sauf que quand on regarde avec nos analyses, ici, vous voyez, on s'aperçoit que ce n'est pas les mêmes couleurs. Et là, c'est une signature spectrale qui est différente, donc ça veut dire que cette peinture-là, elle a été faite de façon différente. Donc, soit, aussi parfois, ça aide. Ici, dans le cas, ce n'est pas ce cas-là, mais parfois ça aide pour mettre en valeur une signature, parfois aussi une retouche externe, ou voilà, ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, c'est juste que Bossion a utilisé différentes palettes, différentes couleurs, et ça montre aussi la richesse de l'œuvre aussi de Bossion ici. Donc ça, c'est un premier jet sur l'utilisation du multispectral. Puis maintenant, donc on parle du machine learning. Alors, l'intelligence artificielle, vous en avez déjà tous entendu parler. Donc, on a beaucoup de données. Ces données-là, on les entraîne. On a des modèles qu'on entraîne. Et on dit à ces modèles, reconnais cette caractéristique, ce spectre, donc cet ADN, ou cette couleur et cette couleur. Dans notre cas, c'est comme ça qu'on utilise pour faire de l'identification des pigments. Donc, toutes les images, on extrait les spectres et on peut faire une database de référence. Puis ensuite, lorsqu'on va faire une photo, par exemple, de cette œuvre, on va comparer avec notre database de référence. Et ça aide, par exemple, pour les processus de restauration sur des estampes. Donc ici, à gauche, vous avez l'image visible d'une estampe du 19e siècle, japonaise. Et ensuite, à droite, le résultat de nos algorithmes de machine learning, donc en utilisant l'intelligence artificielle. Et là, vous voyez, par exemple, pareil, comme tout à l'heure avec Bossion, ici, en rouge, vous avez la fleur et le mur qui sont rouges, en visible. Sauf que là, dans nos résultats, vous voyez bien que la fleur et le mur ne sont pas de la même couleur. Ça veut dire qu'ils ont été attribués à un pigment différent. Alors là, ça a été très intéressant pour les restaurateurs pour utiliser les bons processus de restauration dans leur travail. On fait la même chose aussi après parce qu'on peut cartographier. Donc ça, c'est directement, par exemple, là on sait que, par exemple, ici on a du phthalo green, là on a de la sienne brûlée. Et dans les œuvres d'art, c'est très intéressant. Parce que ici, c'est une image de Raphaël, une peinture de Raphaël. Et là, ça permet, en un coup de photo, nos algorithmes de ne pas toucher la toile. Et là, on peut extraire, en cartographiant, l'identification du pigment. Évidemment, ça marche bien, mais pas à tous les cas. Pourquoi ? Ça aussi, c'est très intéressant. C'est très important de montrer que la science aussi a des limites.
Et c'est pour ça que les restaurateurs et le travail des restaurateurs et des experts sont extrêmement importants et ils sont toujours besoin. On en a toujours besoin. Donc en gros, dans la réalité, ici vous voyez un spectre, donc ce spectre encore, l'ADN de ce pigment qui est l'ocre jaune. Et puis dans le cas idéal, ça ressemble à ça. Donc pourquoi il y a des différences? Eh bien parce que dans la peinture réelle, ce n'est pas le pigment pur. Il y a du liant, il y a un vernis, il y a des différentes couches, il y a des vernis qui vieillissent. Et tout ça, ce sont des choses extrêmement nécessaires à prendre en compte et critiques dans l'obtention d'un bon résultat scientifique. Donc c'est pour ça que nous avons aussi cette approche duelle, c'est-à-dire qu'on travaille avec des restaurateurs et avec mes collègues ici qui sont physiciens et chimistes, pour faire des modèles théoriques, comprendre comment la matière évolue dans le temps, comment la lumière réagit avec la matière, et en même temps, nous faisons des échantillons de peinture, nous allons vers des vraies œuvres, et on compare et on enrichit. Et c'est comme ça qu'on peut diminuer le risque d'avoir un faux résultat en utilisant aussi l'intelligence artificielle. Donc, un petit dernier exemple qui est assez intéressant. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, pour avoir un bon résultat, il faut entraîner des modèles. Donc là, on avait un projet sur l'Égypte. Donc, nous avons fait des échantillons sur des pigments égyptiens. Puis ensuite, il y a une phase de travail in situ, comme on a fait par exemple avec cette toile-là. Et ensuite, il y a eu une amélioration des modèles. Donc, si on compare maintenant donc, la technologie que nous avons ici et la façon traditionnelle, comme je vous ai montré tout à l'heure, de faire, donc nous on a réduit et ça permet d'aller dans des endroits un peu plus compliqués et ça permet aussi d'avoir quelque chose... je l'ai là tout à l'heure, on pourrait essayer sur l'œuvre si vous voulez. Donc, ça nous permet voilà, de mettre en évidence, et là je vais vous passer vite, voilà, comme ça. Ici, on a une stèle de la tombe de Ramsès III, et ça nous a permis ici de mettre en valeur certains pigments, qui étaient évidemment le bleu égyptien, mais sans toucher quoi que ce soit. Et ces modèles-là sont extrêmement robustes dans l'ancien Égypte, parce que justement, je vous parlais tout à l'heure des pigments qui vieillissent, qui changent de couleur, ou qui sont dans des liants différents ou des vernis. Ici, il n'y a pas de vernis. Donc ça, c'est bien. Donc c'est pour ça que ça dépend en fonction de quel pigment on regarde, ou quelle œuvre on regarde, les modèles sont plus ou moins robustes. Et c'est aussi assez intéressant parce que justement... voilà. J'arrive bientôt à la fin, mais voilà, juste pour mettre en évidence ici, nous avons permis à ces archéologues et ces égyptologues de mettre en avant des endroits dans la tombe où le bleu égyptien n'était pas le même qu'ils pensaient, donc il y avait une restauration faite par les Romains, après, dans la tombe. Et c'est ce genre d'informations-là, finalement, que nous pouvons donner avec l'intelligence artificielle et la technologie ensemble. Et lorsqu'on regarde justement là les analyses de Bossyon, c'est bien parce que vous avez l'œuvre juste à côté, donc nous pouvons extraire, donc ça c'est la deuxième étape, on extrait ces spectres de la peinture pour identifier chaque propriété. Et ensuite, on doit comparer et faire les analyses de machine learning. Mais ce qui est intéressant ici, c'est aussi pour vous montrer que finalement la science n'est pas tout, il y a aussi le travail de l'expert qui normalement fait une analyse comparative des dessins sous-jacents et des dessins préparatoires. Et là, donc à gauche, c'est l'image visible, telle qu'on la voit à l'œil nu, et à droite, l'image en infrarouge, où on peut voir vraiment ces dessins préparatoires de ces voiles du bateau. Et lorsqu'on regarde avec d'autres dessins préparatoires connus de chez Bossyon, on peut voir une similarité. Et voilà. Donc, l'univers, normalement, maintenant, de cette expertise, elle est comme ça. Elle est faite à l'œil nu, de façon comparative, avec des analyses longues dans des catalogues raisonnés. Et notre approche à nous vient justement s'ajouter à cette approche traditionnelle. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.
Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a... Oui. Oui. Vous nous avez parlé des pigments. Oui. Vous ne nous avez pas parlé du support, des supports. Oui. Toile, bois, et les faussaires utilisent d'anciennes toiles, on réentoile quelquefois des... Alors, est-ce que l'IA peut aider également? Oui, tout à fait. Justement parce que, là je ne vous ai pas montré, mais on peut extraire des informations sur les comptes, enfin la manière dont le tissage, voilà, de la toile. Et il y a des databases sur lesquelles on sait, par exemple, Monet utilisait plutôt des toiles grossières ou des toiles de lin ou des choses comme ça. Et après, on peut extraire ces informations-là. Le support, par exemple, dans le cas de l'Égypte, l'identification des pigments change en fonction du support. Donc ça aussi, c'est très important à prendre en compte. Par exemple, le limestone, c'est là où sont les pigments en Égypte, ne va pas avoir la même propriété qu'un pigment le même sur une toile de lin, par exemple. C'est très important. Vous avez finalement analysé le Cranach de 2013 ? J'aimerais bien, mais non, pas. Non, malheureusement. Ouais. Ouais. Alors, combien de temps il faut pour analyser une œuvre comme ça complètement? Et puis, peut-être une question un peu différente. Si vous travaillez avec un musée comme le MCBA, est-ce qu'il y a un moyen de scanner rapidement et régulièrement tous les mois ou tous les ans toutes les œuvres et voir où est-ce qu'il y a besoin de restauration ou de retouche ou d'autres choses? Merci pour votre question. Non, alors l'analyse ici en elle-même, elle est pas du tout, elle prend pas beaucoup de temps, donc c'est comme une image. C'est une caméra. On pourra vous faire la démonstration après. Je sais pas si, oui. Donc c'est un clic et ensuite il faut regarder sur l'ordinateur. Donc ça prend 3 secondes, 1 minute, quelque chose comme ça. Et ensuite, donc voilà, c'est mon collègue Sébastien qui a montré. Ou sinon, tu peux mettre ta main, s'il te plaît. Voilà, ça. J'ai pas le micro, je vais parler fort. Donc ça, c'est la caméra. Très simple d'utilisation. Donc c'est basé sur une caméra du commerce qu'on a modifiée. Et puis il suffit en fait de s'approcher de l'œuvre. Ici, je peux observer en fait dans différentes longueurs d'onde, soit en infrarouge, soit en UV. Puis une fois que je suis assez content de la zone dans laquelle je m'intéresse, voilà, et c'est fini. Ensuite, je vais mettre les 6 images sur l'application qu'on a développée, qui va nous permettre de mettre en valeur justement certains aspects des images qui ont été collectées, faire des analyses plus approfondies avec l'intelligence artificielle, et puis générer un rapport pour faire des rapports de constat ou autres. Voilà. Bon, ça dépend de Internet, donc voilà. Et après, ça va charger un petit peu. Et ce qui est pour faire suivre le constat d'état et ce qu'on appelle la conservation préventive, justement, le but était exactement ça, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui s'inscrit dans les habitudes, par exemple d'une institution, d'une galerie, voilà, pour ne pas ajouter en plus une expertise externe, beaucoup de coûts externes ou beaucoup de coûts de matériel, et d'avoir justement un suivi de la conservation préventive comme ça. Donc nous, on travaille justement sur les algorithmes de conservation préventive pour mettre en valeur là où par exemple une œuvre est dans des conditions qui ne lui conviennent pas, ou alors prédire un peu le pigment qui va perdre sa couleur ou quelque chose qui va se décoller. Voilà. Et c'est aussi très intéressant pour les transports. Donc ces rayons sont beaucoup moins invasifs et puis cet appareil, vous dites nous, mais est-ce que cet appareil est utilisé par d'autres musées? Est-ce qu'il est homologué? Est-ce qu'il est accepté par... Oui, alors on est justement en pré-commercialisation, donc on est une start-up de Lausanne. Voilà, donc cette caméra est homologuée, on est en phase finale de certification. Non, on a fini même la certification. Il y a de l'UV dedans qui n'est pas invasif, donc oui, il ne faut pas regarder comme ça, mais on a toutes les certifications pour ça.
Et au niveau des LED, donc les lumières qu'on utilise, elles sont bien en dessous du seuil que l'ICOM, donc l'International Council of Museums, recommande dans les musées. Et nous utilisons des LED, donc des diodes, qui ne sont pas radiatives, elles n'émettent pas une chaleur comme les lampes halogènes, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Et on a plusieurs projets en ce moment dans des musées, donc au Brésil surtout, en Égypte, en Suisse et bientôt à Paris aussi. Voilà. Oui. Je n'ai pas bien compris en fait, votre entreprise, votre start-up, elle vise quoi? À commercialiser aussi l'appareil ou à offrir le service de venir fournir, constituer, prendre ces images et ensuite à les mettre à disposition du client? On a deux services, en effet, c'est exactement ça. Certaines institutions veulent avoir la caméra parce qu'ils ont un service de photographie, ils sont très à l'aise avec, et d'autres, par exemple les collectionneurs privés, veulent avoir des analyses un peu plus poussées qu'ils peuvent mettre en plus dans leur portfolio pour des assurances ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, nous avons des opérateurs Matisse qui prennent les photos et qui leur fournissent ensuite. Donc les données que vous récoltez qui vous permettent d'enrichir et d'informer vos bases comparatives, qui en est le propriétaire? Alors, est-ce que vous en êtes les exclusifs utilisateurs? Oui, alors ça c'est aussi une question très pertinente, on l'a tout le temps, parce que surtout en ce moment, quand on parle d'intelligence artificielle, on sait où vont les données, où est-ce qu'elles viennent. Donc nous, nos modèles sont entraînés seulement sur des échantillons de pigments purs ou des pigments que nous faisons avec nos partenaires avec qui on a des contrats et on utilise ces données-là. Donc on n'utilise pas les données qu'on va prendre par exemple chez un particulier ou un musée ou un truc comme ça. Les données, elles sont la propriété de Matisse avec une licence exclusive perpétuelle au client. Donc comme ça, on ne peut pas utiliser ces données pour faire autre chose et le client peut l'utiliser pour faire ce qu'il veut. Je corrige. Oh, ouais, bah, ok. Les données sont propriétaires de la personne à qui appartient l'œuvre. Oui, Matisse a les licences perpétuelles. Pour pouvoir exploiter les images, parce qu'on est obligé, comme quand vous mettez des photos sur iPhoto ou sur Google Photos, Google demande l'autorisation d'exploiter les images pour pouvoir les modifier, les stocker et puis les afficher. Donc, et ça, c'est pas un barrage pour la clientèle muséale? Parce que pour l'instant, c'est une question à poser. C'est compliqué. Non, pour l'instant, en tout cas, on a deux systèmes. Donc, de toute façon, les données, nous, on n'a pas accès. Donc, c'est le musée qui fait exactement ce qu'il veut avec ces images-là, en fait. Donc, juste je termine, je vais pas m'imposer, mais c'est passionnant. Mais ça veut dire que vous, si on imaginait votre société se développer, récolter beaucoup de données, vous ne pouvez pas pousser l'exploitation de ces données jusqu'à, par exemple, dire au client le pigment qui est utilisé sur cette toile de Botion, il va en faveur d'une attribution parce qu'on le retrouve, puisque vous ne pouvez pas en fait connecter la récolte de données entre les clients, c'est ça? Alors en fait, tu veux répondre? Non, moi aussi. Matisse ne va jamais prétendre donner la diagnostic sur une œuvre. Non, mais c'est ce qui intéresse le client. C'est ce qui intéresse le client. Sauf qu'il y a des experts qui sont là et puis en fait, identifier les pigments ne suffit pas à faire l'attribution d'une œuvre. Donc nous, on est un outil. L'expert va avoir l'accès aux informations au niveau des pigments, mais c'est lui qui aura le mot final en fait. Parce que les données du client, elles restent chez le client. Nous, on a les databases qui, nous sommes propriétaires de ces pigments-là. Donc finalement, avec ça, on peut la donner au client X, Y, Z. Voilà. Par contre, le client X et Y, ils ne se communiquent pas entre eux. Donc on n'échange pas leurs données entre eux. C'est vraiment nous à chaque client, en fait. Je trouve que c'est une bonne chose pour protéger les clients. En même temps, évidemment, d'un point de vue purement scientifique, la création d'une base de données qui puisse être partagée, elle est toujours intéressante parce qu'on peut profiter des expériences et de la récolte de ces données. Oui, c'est un peu la difficulté pour les... Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'on nous collaborons beaucoup avec des universités, parce que c'est aussi la façon dont on peut générer des données, des échantillons. Et nous, ce que nous faisons là-dessus, finalement, notre propre on va dire IP, qui est propre à nous, c'est comment on traite ces données-là.
la donnée, elle est avec nous et puis notre université, mais après, comment on la traite, comment on l'extrait, comment on utilise notre savoir-faire sur la physique et la chimie, ça, c'est propre à notre entreprise. Avec votre caméra, vous pensez tout saisir ou bien c'est en complément d'autres examens qui se font? Oui. Alors, on fait ce qu'on appelle un outil de diagnostic immédiat. Parfois, ça suffit. Mais par exemple, s'il y a vraiment des cas très compliqués, par exemple comme le crânage qu'on a vu tout à l'heure ou des choses comme ça, eh ben, les gens peuvent demander une analyse plus poussée, par exemple le X-ray ou des analyses de prélèvement de pigments ou des choses un peu plus voilà, compliquées. Mais parfois, ça s'arrête ici parce que c'est assez bon et le diagnostic est assez bon aussi. Et puis, ça ne marche pas aussi sur tout. Donc nous, là, dans un premier temps, on se focalise sur tout ce qui est peinture à l'huile. Peinture à l'huile jusqu'à 1950, on va dire, ça dépend. Parce qu'après, la technique change, les pigments changent. Il y a des épaisseurs aussi très, très grandes, donc on ne peut pas vraiment voir tout. Donc on a fait le choix de s'arrêter jusque là. Bien que maintenant, on voit bien, j'étais à Art Basel hier, qu'il y a une recrudescence d'utilisation de peinture à l'huile. Alors je me dis peut-être que ça va être un nouveau marché aussi pour nous. Oui. Si on élargit le spectre qui est là de 300 à 1000 nanomètres, est-ce qu'on trouve des choses intéressantes si on fait un ordre de grandeur plus bas et plus haut? Oui, on trouve, alors plus haut, on peut trouver, donc plus on va haut dans les longueurs d'onde, plus on traverse les couches superficielles de peinture. Donc si il y a une couche assez épaisse et qu'on voit peut-être quelque chose dans un premier temps, mais qu'on ne voit pas grand-chose avec notre caméra, donc ça serait bien, et c'est pour ça qu'on peut aller dans des laboratoires donc, plus fournis, et là, ils peuvent voir plus en profondeur. Et là, ça donnera plus d'informations. Mais parfois, on ne voit rien. Hein. Parfois, il n'y a pas de dessin sous-jacent. Parfois, il y a des compositions cachées. Surtout Picasso faisait ça, beaucoup, parce qu'il réutilisait ses toiles. Donc, il y a eu beaucoup de trouvailles qui ont été faites avec ce genre de technologie. Et puis après, dans l'UV, peut-être... Sébastien, toi, tu sais, non? Si on va plus dans l'UV, après, non. C'est de la fluorescence et là, ça permet parfois de mettre en valeur certains pigments, comme le cadmium, des choses utilisées surtout dans les peintures de Van Gogh, par exemple. Oui. Avez-vous essayé de faire ça sur un palimpseste? Oui, justement, ça marche très bien, parce que justement, on peut voir... Ça dépend, oui, ça dépend de l'épaisseur après. Ouais. Est-ce que vous pouvez isoler les étages? Oui, ça on peut, oui, en effet, ouais, exactement. Après, au niveau de l'analyse des images, c'est ça qui est très puissant maintenant dans les disciplines cross-disciplinaires comme ça. Il y a des choses qui se font en computer vision ou des choses comme ça, extrêmement poussées et totalement adaptées pour des cas comme ça. Et donc, c'est très possible de faire ça, oui. D'autres questions? Oui. Je peux vous permettre de vous demander quelle est votre formation? Ah oui. Alors moi j'ai mon doctorat de physique à l'EPFL et puis avant j'ai fait histoire de l'art et conservation du patrimoine culturel aussi. Donc j'ai joint les deux depuis longtemps en fait. C'est comme ça que l'idée est venue. Voilà. Votre bagage est large. Merci. Merci. Merci au MCBA qui nous a donné cette magnifique peinture pour faire nos tests aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Est-ce que votre appareil vous a dit que les amis du musée avaient financé ce tableau? Alors je vais vous dire, c'est une peinture en très bon état. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.